Donc je remercie bien sûr Pierre-Yves Rougeron et le Cercle Aristote de m'avoir invité pour parler de l'ouvrage René Guénon, une politique de l'esprit, en relation avec un thème bien entendu directeur de René Guénon, la crise du monde moderne. On peut bien sûr étendre à la crise du monde contemporain. Pour présenter cette thématique, je vais tout simplement repartir du titre de l'ouvrage, René Guénon, une politique de l'esprit. Alors tout d'abord, René Guénon. Il est essentiel à mon avis de faire un petit retour sur les différentes étapes de l'itinéraire intellectuel de René Guénon pour comprendre justement comment un intellectuel français né à Blois en 1886, dans un milieu très catholique, est mort au Caire en 1951 sous le nom d'Abdelwahed Yahya Guénon, tout son nom musulman. Alors, il faut de suite noter qu'à l'époque, c'est très rare, René Guénon fait partie des premiers occidentaux à se convertir, entre guillemets, on pourra revenir sur ce terme après, à l'islam. Il faut bien comprendre que dans le contexte des années 30, 40 et même 50, l'islam est une religion largement exotique dont on connaît finalement très peu de choses en Occident. Il est important de resituer ce contexte, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'islam est beaucoup mieux connu aujourd'hui. Alors il est possible de scinder l'itinéraire de René Guénon en 3 périodes inégales, pour présenter un petit peu l'intellectuel qu'il est. Alors, la première période s'étire de 1906 à 1920, et voit René Guénon s'investir très fortement dans les milieux occultistes du Paris de la Belle Époque. Alors, il faut là aussi se remettre dans le contexte, c'est un milieu flamboyant, dont on peut avoir un beau reflet dans l'ouvrage de Philippe Muret, Le 19e siècle à travers les âges, où il revient sur cette thématique occultisme-socialisme que René Guénon va directement expérimenter dans sa propre chair, même s'il s'agit du début du XXe siècle, à Belle Époque, juste avant la Première Guerre mondiale. Alors c'est vraiment à ce moment-là qu'il va forger ses premières armes conceptuelles, on pourrait dire, et que va naître en lui cette intuition qui ne le quittera plus jamais par la suite, à savoir la possibilité d'accéder à une gnose. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre ici par gnose ? Tout simplement la possibilité d'accéder à une connaissance de la divinité, à une connaissance de Dieu. La deuxième période s'étire de 1920 à 1931 et correspond véritablement à la reconnaissance intellectuelle de René Guénon dans les milieux intellectuels français. C'est vraiment l'époque où il va atteindre une certaine notoriété. Alors la publication de ses premiers ouvrages, je pense ici à Orient et Occident, ou alors ses présentations des doctrines hindoues, l'inscrivent vraiment dans le milieu intellectuel français sous 2 profils particuliers et relativement antagoniques quelque part, ou en tous les cas atypiques. Le premier profil, c'est celui qui naît de la crise du monde moderne, son ouvrage le plus connu, à savoir un dénonciateur implacable de la décadence occidentale, de la déréliction du monde moderne. Et le deuxième profil, peut-être plus inattendu, est celui d'un très bon connaisseur des doctrines hindoues. On pourrait le situer à ce moment-là, les années 20 et 30, dans la continuité d'un penseur comme Jacques Maritain, ou alors d'un critique de la société moderne comme Léon Daudet, voire Henri Massy, même s'il va avoir quelques polémiques avec Henri Massy par la suite, à cette différence près de taille que René Guénon ne se retourne pas vers le passé historique, ni vers le catholicisme, pour promouvoir une réforme du monde moderne, mais en appelle au contraire aux doctrines hindoues pour tenter de ressourcer métaphysiquement l'Occident. Ce sont ses propos. Alors bien sûr, ceci l'inscrit dans un courant atypique, c'est-à-dire qu'à l'époque, René Guénon ne se reconnaît dans aucun courant politique, à la fois dénonciateur du monde moderne et promoteur des doctrines hindoues. La troisième période, c'est la plus longue, s'étire de 1931 à 1951 et correspond vraiment à l'accomplissement doctrinal de l'œuvre. Retiré au Caire, puisque René Guénon se rend au Caire en 1930 et ne quittera plus jamais la ville du Caire. Donc il ne reviendra jamais en France. Donc, retiré dans la ville du Caire et isolé de fait des milieux intellectuels, il va avoir le temps d'affiner tous les éléments de son système, qu'on appellera système traditionnel. Alors qu'est-ce que c'est en quelques mots le système traditionnel ? C'est un système qui s'ordonne entièrement autour d'une tradition. Tradition écrite avec un T majuscule, ou alors tradition primordiale. Ce sont les 2 termes qu'utilise René Guénon
pour vraiment caractériser son système traditionnel. Alors comment définir simplement cette tradition? Alors, cette tradition primordiale, ou cette tradition écrite avec un T majuscule, regroupe l'ensemble des grandes traditions religieuses de l'humanité autour d'un noyau transcendant, tout en reconnaissant à chacune d'entre elles leur propre dimension spirituelle spécifique. C'est l'époque aussi où René Guénon, 1931-1951, commence à regrouper autour de lui un certain nombre de disciples et à former ce qu'on appellera par la suite l'école traditionnelle. Et ce grâce à deux appuis fondamentaux. Parce qu'on peut s'interroger, comment se fait-il que René Guénon, finalement, n'ait pas basculé dans l'anonymat total, sachant qu'il est retiré au Caire et ne reviendra plus jamais en France. Grâce à deux éléments importants. Tout d'abord, une petite revue occultiste à la base, qui s'appelle Le Voile d'Isis et qui sera rebaptisé en 1936 Études traditionnelles, entièrement dévouée à sa cause. Et c'est par ces petites revues, grâce à un nombre incalculable d'articles, il y a plus de 300 articles de René Guénon qui paraîtront dans cette revue, il va pouvoir affiner tous les éléments de son système. Et le deuxième appui, ça va être la constitution de groupes initiatiques qui vont se référer justement à cette tradition primordiale. Donc après avoir retracé un grand trait les différentes étapes de ce cheminement intellectuel, il me faut maintenant expliquer la seconde partie du titre, qui constitue véritablement le cœur de mon ouvrage, à savoir une politique de l'esprit. Alors qu'est-ce que l'on peut entendre par une politique de l'esprit? Alors, auparavant, peut-être avant de revenir sur cette thématique, je voudrais expliquer comment j'en suis venu à ce titre. Alors il existe, pour ceux qui connaissent déjà l'œuvre de René Guénon, des ouvrages de référence sur la pensée de René Guénon. Là je pense tout particulièrement aux ouvrages de Jean-Pierre Laurent, qui a étudié plus précisément les ressources intellectuelles de la pensée de René Guénon. Et je pense aussi à un ouvrage remarquable de Xavier Accard, intitulé Le renversement des clartés, qui lui se centre plutôt sur les relations que René Guénon a entretenues avec les milieux littéraires français. Au-delà de ces deux approches, il m'a semblé qu'il était possible, et peut-être même nécessaire, d'adopter un nouvel angle d'approche pour étudier René Guénon. Quel est cet angle d'approche? C'est tout simplement l'angle d'approche politique. Car René Guénon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je pense ici à certains guénoniens qui refusent totalement cette lecture politique de René Guénon, il faut savoir que René Guénon est un auteur politique. Et c'est un auteur d'autant plus politique qu'il nous parle encore aujourd'hui au travers des problèmes contemporains qui nous touchent directement. En adoptant cet angle d'approche, j'ai aussi voulu éviter deux lectures antagoniques, celle des admirateurs, des turiféraires de l'œuvre, qui voient en Guénon une espèce de maître incontesté, un éveilleur spirituel, dont il faudrait suivre pas à pas tous les préceptes. Alors, au risque, c'est ce qui se passe dans les chapelles guénoniennes, d'enfermer l'œuvre dans un dogmatisme étroit. Et l'autre type de lecture que j'ai voulu mettre à distance, c'est presque celle inversée, c'est celle de ceux qui ont lu René Guénon, souvent de façon superficielle, et qui le condamnent par avance. En général pour deux raisons très simples, c'est qu'il est considéré comme un réactionnaire absolu, et la deuxième raison, c'est que son œuvre est considérée comme irrationnelle, voire fantaisiste. Donc entre ces deux lectures caricaturales, à mon sens, j'ai voulu frayer un chemin nouveau et tenter de répondre à la question suivante. C'est la question qui m'est venue en lisant les ouvrages de René Guénon. C'est la suivante. Le message de Guénon sert-il un niveau profond de spiritualité ou fait-il l'objet d'une lecture idéologique et profane? Autrement dit, avons-nous affaire à une philosophie à tonalité métaphysique ou à une pensée politique profondément antimoderne? Or, il m'a semblé qu'il n'y a pas de réponse tranchée à ces deux questions. Et c'est là où réside toute l'originalité de l'œuvre de Guénon, puisqu'il existe un lien indissoluble entre la perspective ésotérique, la perspective spirituelle et la ligne d'horizon politique. Alors qu'est-ce que cela signifie? Pour Guénon, il est tout simplement impossible, ou du moins, il est absolument nécessaire de se déconditionner du monde moderne pour pouvoir se fondre dans une perspective traditionnaliste.
entendre ici perspective spirituelle. Et inversement, seule l'entrée dans cette perspective spirituelle peut permettre de comprendre les soubassements, les structures de l'ordre politique. Alors je crois que cette approche est particulièrement novatrice en histoire des idées. On n'a jamais eu, me semble-t-il, on peut en trouver bien sûr des marques chez d'autres auteurs, mais un tel noyau dur entre l'horizon spirituel et la perspective politique. Et c'est aussi pourquoi il est difficile d'étudier René Guénon à travers les catégorisations classiques de la politique. Comment en effet relier, en général ce sont les thématiques de ces textes, relier une étude symbolique, relier un propos sur l'initiation, avec un texte d'analyse sur la crise du monde moderne. Or tout est lié chez Guénon. D'où la nécessité d'explorer certaines d'autres pistes que celles qu'offre la science politique, à savoir l'analyse, ce qu'offre en général la science politique, c'est l'analyse des partis politiques, l'analyse de l'engagement intellectuel, etc., les configurations intellectuelles. On ne peut pas réutiliser ces outils pour analyser Guénon. Alors il m'a semblé qu'il était possible de déceler 3 entrées politiques pour comprendre l'œuvre de Guénon, qui sont aussi 3 niveaux de sens différents du politique. Alors, le premier niveau est celui d'une métaphysique du politique, ce que pour reprendre avec un terme plus simple, une métapolitique. Alors, il s'agit, à travers cette métapolitique, de défendre une conception de l'homme au regard des principes, entre guillemets, métaphysiques qui le constituent, et de l'univers dans lequel il s'intègre. C'est-à-dire que dans une métapolitique, on a forcément aussi une cosmologie. En somme, le politique prend sa source dans la métaphysique, on pourrait presque dire dans la philosophie, et a pour but principal de traduire les principes transcendants dans la réalité sociale de la cité. Alors chez Guénon, cette métapolitique prend clairement sa source dans les doctrines hindoues, et se déplie en revanche dans un cadre beaucoup plus large qui est celui d'une civilisation traditionnelle. Alors civilisation traditionnelle, à bien des égards, idéalisée, sinon utopique. Alors, selon Guénon, qu'est-ce que c'est que cette civilisation traditionnelle? Alors, Guénon décrit une société harmonieuse dans laquelle chacun occuperait la place pour laquelle il est prédestiné, selon les lois du dharma hindou, par exemple, qui renverrait aussi à une forme d'amour fati en Occident chrétien. Et à la tête de cette société, de cette civilisation traditionnelle, on trouverait une assemblée de sages, une assemblée d'initiés, une assemblée de prophètes, qui aurait en charge de guider la cité à partir des lois de la providence. Voilà ce qu'est la métapolitique foncière chez René Guénon. Alors ce n'est pas non plus une nouveauté majeure, parce qu'on peut retrouver aussi ce schéma dans la République de Platon, par exemple, notamment à travers sa pyramide sociale, à la tête de laquelle on trouve le conseil nocturne, tel qu'il l'appelle, et qui est une réunion de prophètes philosophes. Donc, chez Guénon, ce ne sont pas les prophètes philosophes, mais les initiés. Alors, il renvoie également, ce schéma, à une forme de théocratie idéalisée, où il s'agirait de faire circuler l'influence spirituelle attachée à l'ordre divin, dont l'organisation humaine doit être le simple reflet. Alors, le second niveau, après la métapolitique, est celui de la politique. Alors, dans l'acception classique du terme ici, à savoir la distribution, la répartition et l'organisation des pouvoirs dans la société. Alors, pour René Guénon, c'est le niveau proprement historique. C'est le moment où l'homme entre précisément dans l'histoire. Cette histoire, cet espace en quelque sorte médiateur, dans lequel les hommes vont pouvoir agir sur leur destinée commune. Tout en sachant que, bien sûr, l'histoire est toujours ouverte aux imprévus et aux aléas des forces qui la traversent. Alors, à ce niveau, on peut dire que Guénon a tenté d'agir sur le cours des événements. Pour dire que ce n'a pas été simplement un métaphysicien éloigné de la vie de la cité. Non, de 1920 à 1930, il y a clairement une action politique qui tente de réformer la société moderne, de deux façons complémentaires. Tout d'abord, une critique radicale, systématique et globale du monde moderne, qu'on va trouver dans les premiers ouvrages Orient et Occident en 1924, et la crise du monde moderne en 1927.
où il passe en revue tous les principes constitutifs de la société moderne. Rationalisme, individualisme, démocratie, matérialisme, religion du progrès, etc. Et le deuxième niveau, c'est tout simplement en tentant d'opérer une espèce de retour à la tradition, tout simplement réformer le monde moderne. Alors c'est là que les choses sont quelque peu singulières tout de même dans la conception de Guénon, c'est que ce retour à la tradition passerait par deux moyens possibles. D'un côté, le ressourcement, j'en ai parlé tout à l'heure, de l'Occident à travers les doctrines hindoues, voire, c'était son autre grande action politique, la volonté de refonder une maçonnerie traditionnelle et catholique dans le sens que lui avait donné Joseph de Maistre. Donc on comprend sans peine que ces deux projets n'ont jamais abouti. Il faut ici bien reconnaître que René Guénon était quand même très isolé dans les milieux intellectuels. Il n'y avait bien sûr aucun parti, mouvement, courant politique qui se référait à ce type de mesures pour réformer le monde moderne. Il y a même, on peut le dire je crois, une forme quand même de candeur, voire de naïveté chez René Guénon de penser pouvoir réformer le monde moderne à travers ces deux types d'actions. C'est d'ailleurs le niveau où on le sent vraiment le moins à l'aise, même s'il ne rechigne pas à entrer dans la polémique. René Guénon, à certains égards, est un grand polémiste également. Alors c'est pourquoi, on comprend aisément, il abandonne, après son installation au Caire en 1930, tout espoir de réforme politique. Alors quel est son état d'esprit en 1930 qui va s'affermir à partir de 1930? C'est que de toute façon, le monde moderne est condamné par avance. Il ne sert à rien d'essayer d'empêcher sa chute. On va assister à la fin d'un monde. Donc il n'y a plus rien à faire au niveau politique. Alors, dès lors, pour reprendre une formule célèbre de Lénine, se pose une question, que faire? Alors c'est là qu'il faut, me semble-t-il, introduire le troisième niveau de compréhension du politique que l'on peut déceler dans la mise en place du système guénonien, qui est celui de l'infrapolitique. Alors qu'est-ce que l'infrapolitique? Cela suppose un engagement de type existentiel, dans lequel chacun, en fonction de ses caractéristiques propres, se mettrait au diapason des principes affichés. Tout ça reste encore très vague. Alors, concrètement, dans le système guénonien, il s'agit tout simplement de vivre la tradition dans sa propre chair et de redevenir ainsi un homme traditionnel. Autrement dit, qu'est-ce qu'un homme traditionnel à ce moment-là? Un homme qui s'est débarrassé des influences du monde extérieur pour reprendre pied dans ce qu'on pourrait appeler une forme de royauté intérieure. Un processus qui suppose alors une conversion, littéralement une métamorphose intérieure, que Guénon va appeler la réalisation initiatique, ou la réalisation métaphysique, ou encore la réalisation spirituelle. C'est le dernier programme politique qu'a promu René Guénon. À mon sens, c'est vraiment le point fondamental de sa pensée ici. Dans le sens où la mise à distance, voire le déni complet du politique, de l'action politique, ne signifie pas l'abandon de toute forme de politique. Le retrait dans une espèce de tour d'ivoire des initiés, comme beaucoup l'ont lu, après, comme beaucoup le lisent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour Guénon, on n'a qu'à se retirer dans sa tour d'ivoire d'initiés. Non. Pour Guénon et tout son système en dépend, il s'agit véritablement d'opérer un retournement intérieur pour devenir le témoin de la tradition face à la modernité profane. Ce qu'il va définir par la suite, à partir des années 30, comme une initiation. C'est le premier à avoir élaboré véritablement une théorie de l'initiation, à savoir la transmission d'une influence spirituelle dans un groupe initiatique légitimement constitué par le moyen des rites et des symboles. Et qu'il va finalement organiser cette initiation à partir des groupes initiatiques, en l'occurrence ici je pense bien sûr au groupe soufi, qui se réfère directement à son concept de tradition. Alors une question se pose bien évidemment, peut-on ici encore parler de politique? S'agit-il véritablement d'une résistance au monde moderne? Alors le repli justement dans la sphère privée, le cheminement initiatique de chacun, renvoie à un engagement de nature infrapolitique, dont il ne faut pas minorer l'influence sur la réalité sociale de la cité.
Alors, deux niveaux, deux exemples, deux niveaux sont ici à prendre en compte. D'abord, le groupe initiatique, tel qu'il s'est constitué à la suite de René Guénon, constitue un espace de socialisation alternatif, ce que l'historien de l'anarchisme James Scott appelle un espace enclave, où on se regroupe entre soi, autour de valeurs communes et d'une histoire partagée. Le deuxième point, c'est que le retour dans la société, après ce cheminement de type spirituel, ne se fait pas sous la forme de la contestation, ni même de la scission, mais plus exactement du témoignage du vécu, du témoignage de son propre vécu. En cela, on pourrait également parler d'une politique du corps. Je pense ici qu'il faut prendre le terme corps dans sa dimension large, tel que le comprenait par exemple Nietzsche. Le corps, c'est à la fois l'âme, la pensée, etc. Pas juste la physionomie extérieure. Et on pourrait définir cette politique du corps comme une économie de la discipline de soi, une culture de soi, une exposition de soi, qui doit se comprendre comme un mode de résistance intérieure à la société environnante. On comprend à partir de ce moment-là que René Guénon n'a rien perdu de sa dimension subversive. Et qu'à travers l'infrapolitique, il propose un autre type de politique. Non plus l'affrontement face à une société moderne, une civilisation moderne, qui selon son schéma est appelée de toute façon à s'écrouler, mais un mode de vie et de résistance intérieure à cette société moderne. Alors j'ai voulu insister sur ces trois points, dans le sens où, à travers ces trois points, on peut aussi retrouver l'ensemble de sa postérité. Alors je ne vais pas décliner ici les différentes postérités de René Guénon, je vais juste rappeler les trois principales, et pendant l'échange, si vous voulez, on pourra revenir sur ces questions-là. Donc trois types de postérité. Tout d'abord, l'héritage typiquement guénonien, que j'ai appelé dans le livre traditionniste pour le différencier des traditionnalismes politiques et religieux, et qui se résout dans l'affiliation à un groupe initiatique, afin de suivre un processus de connaissance graduée et d'atteindre ce que Guénon appelait la connaissance initiatique. Alors, qui sont les Guénoniens les plus connus? Il s'agit bien sûr de Fridtjof Schuon, de Michel Balsan, de Coomaraswamy, etc. Donc ça, c'est le premier type de postérité qui vient directement dans la filiation de René Guénon. Alors, le deuxième type de postérité est, lui, beaucoup plus politique. On va dire que le premier relève ce que j'ai appelé l'infrapolitique. La deuxième postérité est beaucoup plus politique, puisqu'elle s'organise principalement autour de l'un de ses disciples, ou l'un de ses représentants, atypique et non reconnu par Guénon lui-même. Il s'agit du penseur italien Julius Evola. Donc à travers cette dimension beaucoup plus politique, la tradition va devenir, chez Evola, l'étendard de la révolte contre le monde moderne. Et va entraîner toute une série d'actions beaucoup plus politiques. Donc là aussi, on pourrait faire rentrer, toute proportion gardée, dans cette postérité, des penseurs aussi différents que Carl Schmitt, Simone Weil, ou encore Pierre Drieux-La Rochelle. Le troisième type de postérité, on va dire le plus souterrain, parce qu'il s'agit en général de penseurs très importants, très influents, comme Mircea Eliade, Henri Corbin ou Gilbert Durand, qui ne se revendiquent pas explicitement de René Guénon, que les choses soient claires, mais qui reprennent volontiers son principal concept, celui d'une tradition primordiale, qu'ils vont retraduire dans leur propre langage. Ça deviendra chez Eliade, par exemple, la métaphysique primitive, la métaphysique archaïque. Ça deviendra chez Corbin la gnose universaliste, la gnose des trois monothéismes. On verra que dans cette définition de l'homo religiosus, on retrouve bien des éléments de l'homme traditionnel tel que le définissait René Guénon, toujours en opposition à l'homme moderne. Alors pour terminer, pour clore cette petite présentation, je voudrais juste revenir sur l'actualité de René Guénon et poser la question tout simplement, à quoi ça peut nous servir aujourd'hui de lire René Guénon? Est-ce que ça peut être un remède contre les ou l'accélération continue du monde moderne? Alors, il faut savoir, c'est quand même assez intriguant, que René Guénon est un auteur aujourd'hui beaucoup plus discuté, beaucoup plus lu que que certains de ses prestigieux contemporains. Je pense ici à Jacques Maritain, à Léon Daudet, voire même à Charles Maurras. Bien sûr, ces auteurs sont encore lus et étudiés, mais pas autant quand même que Guénon.
qui n'ont pas laissé une postérité aussi importante que celle de Guénon. À mon avis, Guénon est toujours actuel aujourd'hui pour 3 raisons principales. Tout d'abord, je crois qu'il faut aussi insister sur ce point, il est le promoteur d'une pensée éminemment métaphysique, et particulièrement originale dans la mesure où cette métaphysique s'appuie sur une interprétation ésotérique des textes religieux, des grands textes sacrés. Ce qui fait aussi de René Guénon un auteur moderne, comme le dirait Antoine Compagnon, un moderne anti-moderne, puisque ce logiciel ésotérique est bien sûr un concept moderne, qui va appliquer aux anciens textes sacrés. Et ce discours métaphysique qu'il va tenir sur l'être, les états multiples de l'être, il va le mettre en correspondance avec les différents plans de la réalité. Ce qui nous change singulièrement de la perspective dominante aujourd'hui en philosophie, qui est un petit peu celle de l'homme unidimensionnel, tel que l'avait défini Herbert Marcuse. Alors, deuxièmement, là où Guénon est toujours actuel, c'est bien entendu, là vous l'aurez deviné, c'est dans sa critique radicale du monde moderne. Une critique originale et assez surprenante dans la mesure où elle s'appuie entièrement sur un socle métaphysique préalablement défini, ce que j'avais appelé tout à l'heure la métapolitique. Et je pense ici à un auteur comme René Allot, qui n'est pas très connu d'ailleurs, qui a étudié, qui a lu René Guénon. Il parlait, à propos de cette critique, d'une critique principielle de la société moderne, qu'il mettait en relation avec la critique radicale faite par Karl Marx. L'une reposait sur le patrimoine religieux et symbolique de l'humanité, celle de Guénon, et l'autre reposait sur le matériau technique et économique, celle de Marx. L'une, celle de René Guénon, avait pour fonction de sauvegarder en quelque sorte l'âme des peuples face au processus de sécularisation, tandis que l'autre, celle de Marx, avait pour but de libérer l'âme des travailleurs de l'emprise technique et économique capitaliste. En cela, je crois qu'il est possible encore aujourd'hui, vraiment, de réunir ces deux types de critiques pour faire face à ce qu'appelle Jean Vioulac dans son dernier ouvrage, ce qu'il appelle les chaînes totalitaires de l'Occident. Ouvrage magistral qui s'appelle La logique totalitaire de l'Occident. Et enfin, la dernière nouveauté qui fait que Guénon est encore aujourd'hui actuel, c'est qu'il propose une voie de réalisation spirituelle. On sait que c'est une thématique quand même très à la mode, on pourrait d'ailleurs en dire beaucoup aussi sur cette thématique. Donc il propose une voie de réalisation spirituelle qui est en même temps une voie de contestation du monde moderne, qu'il va encadrer à travers ce qu'il appelle le chemin initiatique. Alors, pour reprendre une phrase qui correspond tout à fait à cette démarche, une phrase de Chion, la transformation du monde passe par la transformation de soi. On pourrait aussi renvoyer à des propos tels que Jacques Ellul a pu les tenir. C'est-à-dire qu'il abandonne en quelque sorte l'action politique pour s'intéresser ou se consacrer principalement à l'autonomie spirituelle de l'homme. Donc ce sont sur ces paroles que je vais clore cette petite présentation, puisqu'il n'est pas dit que l'homme, contrairement à ce que croyait Guénon, finisse avec le monde qu'il a vu naître, ce qui serait, vous l'avouerez, une belle revanche de l'esprit sur la matière. Je vous remercie.
imaginez bien qu'un auteur qui a vu la crise du monde moderne dans les années 30, qu'est-ce qu'on pourrait en dire à l'époque de la théorie du gender et de Nabila? Après la décrépitude, disons plutôt la chute, même si Guénon ne reprendrait peut-être pas cette terminologie par trop chrétienne, de l'homme et la crise du monde moderne, la crise du fait politique vue à travers à travers l'un des derniers grands penseurs politiques français, Pierre Boutan. Je laisse la parole à Axel Tisserand. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je ne sais pas s'il faut chercher des transitions artificielles, même si ce sont deux auteurs effectivement qui sont contemporains. Guénon a une génération en moins plus âgée que Guénon contre Maurras et Boutan, justement, en 1886. Boutan, lui, moi aussi, je vais vous le présenter rapidement, parce que je crois qu'effectivement, comme il a été dit au début, c'est un auteur qui est aujourd'hui méconnu. Il est mort en 1998. Pourtant, c'est vrai qu'il est méconnu, relativement méconnu aujourd'hui. Alors, qui est Boutan? Il est né en 1916. C'est avant tout présenté comme un disciple de Maurras, qu'il a rencontré en 1939. Il faisait lui-même partie d'une famille d'Action française. Son père lisait l'Action française. Boutan aimait même à dire dans ses cours et même dans ses écrits qu'il avait appris à lire dans l'Action française à l'âge de 5 ans. Donc effectivement, Boutan s'est toujours situé dans la tradition maurassienne d'Action française. Donc c'est un jeune homme très brillant, fruit de l'école républicaine. Contrairement à Maurras, je vais faire un parallèle parce que je suis censé faire un parallèle entre les deux, parce que l'un est par rapport à l'autre. Alors que Maurras est le fruit d'un collège catholique de la fin du XIXe siècle, le fruit d'un enseignement philosophique très, très thoministe, Boutan, lui, est le fruit de l'excellence républicaine. C'est un élève boursier de la République.